Bienvenue à tous et merci de regarder Nord-Actu Télévision. Dans le cadre de notre entretien de ce jour, nous recevons un homme que l'on ne présente plus dans le landerneau politique camerounais, Assana Tiroma, puisqu'il s'agit de lui. Et dans la posture d'invité, dans le cadre de cet entretien avec lui, nous évoquerons son parcours politique, mais également l'actualité politique brûlante au Cameroun. Assana Tiroma, merci d'accorder cet entretien à Nord-Actu Télévision. Merci à vous également et bonjour. Alors, vous êtes un homme politique qu'on ne présente plus, je l'ai dit. Vous avez un parcours assez intéressant. On parle de vous aussi bien à l'UNDP qu'à l'ANDP, qu'à l'UDC, qu'à l'ADD, qu'au SDF, mais également au FSNC. On a envie de vous demander qui est véritablement Assana Tiroma. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre trajectoire politique? Merci de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, de répondre à cette question. Je suis Assana Tiroma. Du point de vue profession, je suis contrôleur principal de douane de régie financière, chef service transit de la Socadia. 13 ans d'exercice à Douala-Port. Après le 6 avril, j'ai rejoint donc le Bercail comme responsable du bureau de Barnaké que j'ai ouvert, qui est devenu aujourd'hui un bureau principal. Alors j'ai pris ma retraite à Dourbé. Alors s'agissant donc de mon parcours politique, comme vous le dites, je ne prétends pas être politique en tant que tel. Ah bon? Mais si je le suis, c'est par la force des choses. Parce que avec l'avènement, n'est-ce pas, de vent de l'Est qui a soufflé la liberté, avec l'avènement du multipartisme, alors je me suis retrouvé dans les bagages de mon frère, qui est lui, militant de l'UNDP. Mais moi, je l'avais accompagné dans ce combat-là, sans militer véritablement. Mais on précise que votre frère se nomme Issa Tiroma Bakari. Monsieur Issa Tiroma Bakari. Alors, disons que nous avons donc fait la prostitution politique ensemble à l'UNDP. Et quand ça n'a pas marché, nous avons rejoint l'ANDP. Et à l'ANDP non plus, nous avons fait donc la coalition avec monsieur Ndamioya. Oui. Et Maître Harissou qui était le vice-président. Et l'homme avait désigné donc à ce titre comme coordonnateur de tous les partis qui accompagnaient l'UDC à cette élection-là. Donc c'est moi qui coordonnais les réunions. Et c'est Maître Harissou en tant que vice-président qui m'avait délivré donc la note. Bon, après la coalition, alors, de guerre lasse, parce que mon frère s'est rendu compte que il a tenté partout, ça ne va pas. Et puis, un jour, il disait à notre maman, écoutez, maman, je me rends compte que cette fois-ci, même s'il y a un reste, Bello ne me donnera pas. Maman lui dit, mon fils, je t'avais dit, je t'avais prévenu. Si vous partez au combat ensemble, tu es dans le rang de quelqu'un. Après, prépare-toi parce que vous finirez sur le ring ensemble. Alors, il me dit que, il lui dit, c'est un moins que rien. On m'a mis avec un moins que rien comme candidat pour que je sois président de section de Garoua-Prévien. Parlant de... Oui. Et alors, moi, j'ai répliqué à Bello, avec lui, je peux croiser le fer, mais pas avec un moins que rien. Alors, c'est là donc qu'il a décidé de claquer la porte et de créer un parti. Et c'est moi qui lui ai donné ce conseil, la séance tenante. Je lui ai dit que quand tu es sorti de prison de Yoko, je t'ai dit de créer ton parti. Tu m'as dit que tu n'avais pas l'argent. Pourtant, à cette période précise, il n'était pas question d'argent, puisque
les commerçants, c'est des commerçants qui ont financé l'UNDP, Oui. des illettrés même. Je lui ai dit que les commerçants vont financer cette histoire-là. Parce qu'à tous les coups nostalgiques du pouvoir, si bien que les fils du Nord s'étaient recroquevillés comme ça, et puis comme il y a eu un vent de l'Est et que Bello a donné le premier coup, il y a l'UNDPC, quand il était de l'extérieur, alors avant qu'il ne rentre, tout le monde avait adhéré, n'est-ce pas, à l'UNDP. Bon, alors finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc créer ton parti, pas pour avoir vraiment une masse derrière toi, Mais pour exister aussi. mais pour exister parce que quand on convoque les formations politiques, on va te convoquer et tu auras une tribune d'expression. Au moins là, tu peux te défendre. Et à chaque fois, il remettait à demain. Finalement, je me suis mis à l'œuvre, je l'ai accompagné dans la rédaction du projet de société du FSNC. Et c'est comme ça que nous avons donc créé le FSNC, où j'ai occupé le poste de secrétaire national à l'organisation. Oui, vous étiez de tous les combats avec votre frère, Issa Tiroma Bakari, vous l'avez d'ailleurs évoqué, mais sauf que l'idylle entre vous ne va pas durer très longtemps, puisque en 2012, vous êtes débarqué du FSNC, de votre poste en tout cas. Que s'est-il passé entre vous? Qu'est-ce qui est à l'origine de la discorde entre Issa Tiroma, votre frère, et vous, Hassana Tiroma? Bon, c'est vraiment pénible. J'avais toujours évité, n'est-ce pas, d'amener ce problème-là sur la place publique. Mais comme la question revient de manière récurrente, cette fois-ci, j'espère que je serai obligé, n'est-ce pas, de vous dire de quoi il s'agit exactement. Mais je précise que lorsqu'on vous écarte de votre poste, lorsque vous êtes débarqué, ça a été lu en plein journal sur la radio nationale. Oui, ça a été lu, pas même une seule fois. Ça a défilé 3 fois sur la bande. 3 jours successivement. Bon, le problème c'est que il y a, je ne sais pas, les élites du Nord, dans l'ensemble, je ne sais pas ce qui se passe, mais hier comme aujourd'hui, elles ne s'entendent pas, ces élites. Bon, alors c'est pour avoir soutenu Mordicus, le ministre d'État Marafa Hamidou Yahya, c'est ça qui a motivé, n'est-ce pas, ma première suspension. Et j'ai préféré être suspendu parce qu'aujourd'hui encore, je soutiens Marafa Yahya et je le soutiendrai jusqu'à la fin de mes jours. Vous n'avez jamais caché ce soutien-là? Non, je ne peux pas cacher. Et surtout que, autant que Tiroma est mon grand frère, n'est-ce pas? Et quand je dis mon grand frère, de temps en temps, vous les journalistes, vous me demandez consanguin, je ne réponds pas. Vous voyez, il est mon grand frère. Bon, et c'est à ce titre-là que je l'ai accompagné, parce que j'étais naïf, je croyais que la politique c'est une affaire de famille. Non, ce n'est pas une affaire de famille. Je l'ai compris à mes dépens. Alors, de même qu'il est donc mon grand frère, Marafa, et mon petit frère. Avec Tiroma, nous partageons le sang. Et Marafa, c'est le fils de mon oncle maternel. Nous avons aussi des liens avec Marafa. Vous voyez? Oui. Alors, et puis, franchement, Marafa est victime d'une injustice, d'une arrestation arbitraire. Alors, j'ai écrit au chef de l'État pour solliciter son élargissement. À travers, mes lettres sont parties officiellement à travers le gouverneur, plusieurs fois d'ailleurs. Bon, et en ce moment, donc, mon frère m'a dit c'est à choisir. Alors j'ai choisi de continuer à supporter Marafa. Et c'est comme ça qu'on m'a débarqué ma première suspension du FSNC. Aujourd'hui, on imagine, à un moment donné, est-ce que vous ne vous dites pas finalement que la politique a fini par vous diviser? Et peut-être à un moment donné, il faut peut-être penser à tourner cette page-là, parce que finalement, les liens de sang sont peut-être plus forts que cette politique-là. Oui, les liens de sang sont forts.
Et j'ai fait un effort pour oublier, parce qu'il y a certaines blessures qui laissent des cicatrices. Oui. Ce n'est pas quand même au Mondovision que votre frère va choisir, n'est-ce pas, plutôt les relations politiques pour dire de vive voix que je ne m'embarrasse pas de la fraternité biologique. Alors quand votre frère dit ça au Mondovision, hein, quelle sera donc votre attitude? Quand on m'a débarqué, disons, à cause du soutien que je porte à Marafa, c'était bien, et ça, sa déclaration, qu'il ne s'embarrasse pas avec la fraternité biologique. Donc, alors ça, vous voyez, c'est très fort. Et la deuxième fois, j'ai été suspendu 2 fois. Et ça, c'est vraiment une humiliation. La deuxième fois, c'est quand Yérim Adewa a rejoint le parti. Il est venu me voir à domicile. Oui. Il a d'abord convaincu mon frère qu'ensemble, nous pouvons faire de bonnes affaires. Alors mon frère lui a dit, écoute, j'ai tout fait, il n'a pas voulu rejoindre les rangs du parti. Mais peut-être, comme vous vous entendez, tu peux essayer. Il est venu me rencontrer à domicile. Et il y a un grand respect et de l'estime entre Yérim Adewa et moi. Alors, nous sommes partis ensemble rejoindre mon frère à domicile. On a discuté. Il lui a dit, bon, écoutez, vraiment, je vous laisse. C'est vous les frères. Je n'ai pas besoin d'être présent quand vous discutez. Mais sauf que, hein, faisons vraiment les affaires en homme. Oui. Alors, il se retire. On discute avec mon frère. Et je reprends donc les rangs du parti. Bon. Finalement, là aussi, j'ai été suspendu. Et demandez-moi pourquoi. Pourquoi? 28 sous-sections FSNC de Lagdo, Ngong, Troua, dans la communauté Tupuri. Ce n'est pas 28 personnes, mais 28 sous-sections m'ont apporté des démissions collectives en tant que secrétaire national à l'organisation. J'ai dit, ma foi, je ne peux pas gérer cette histoire-là tout seul. Comme il y a d'autres pères fondateurs du parti, oui. Disons dans la ville, je dois quand même leur faire part. Alors, j'invite 8 autres pères fondateurs. Je leur dis, écoutez, voilà ce qui se passe. Et puis, docteur Bindo me dit, écoute, allons voir Madame Yana, comme elle est tout pourri. Ils vont parler en dialecte, peut-être on aura vraiment les véritables raisons de ce départ-là. On part chez Madame Yana. Elle nous dit, mais non, mes frères ont raison, moi-même, voilà ma démission. Mais si je ne te remets pas la démission, c'est parce que Chiroma et moi, on nous a débarqué le même jour dans l'UNDP. Ensemble, on a pris nos machins et c'est comme ça que je l'ai accompagné dans le parti. Alors, je dois lui ramener d'abord la démission et après, à toi, secrétaire à l'organisation, je dis, mais non. Alors, séance tenante, on décide de faire une pétition, de signer, n'est-ce pas, et d'inviter le président national de venir, n'est-ce pas, ramener ce beau monde à de meilleurs sentiments. Parce que la situation est quand même grave. Parce que la situation est grave, surtout, on ne pouvait pas aller aux élections. Étant aussi fragilisé. Bon, c'est à peu près le cas qu'il est en train de traverser encore cette fois-ci. Avec le départ de Yérim Adewa et Salmana. Voilà. Alors, nous, on s'attendait à une lettre de félicitations parce qu'on envisage vraiment de recoller les morceaux pour aller aux élections en rang serré. Malheureusement, on nous notifie par voie d'huissier. Nous, les 8 pères fondateurs, on nous notifie par voie d'huissier notre suspension. Alors, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Et c'est là parce que dans l'entourage, il y a ceux qui lui ont dit que les femmes d'Ongo, les Grégoire Ona sont au courant de cette situation, il faut qu'ils réagissent. Alors, mais est-ce que ce sont les femmes d'Ongo et les Grégoire Ona qui l'accompagnent dans le parti? C'est vous? C'est bien nous.
Et pendant qu'il est à Yaoundé, hein, c'est moi qui ai implanté le parti dans tout le septentrion. Hein, par mes relations, par tout ce que vous voulez. Alors donc, et l'humiliation a atteint le paroxysme quand il a invité toute la famille, jusqu'à nos petits-enfants. Alors, moi je ne savais pas de quoi il s'agit. Je n'étais même pas au courant. Par hasard, je suis allé chez lui à domicile, j'ai trouvé tout le monde. Et quand j'ai rentré, un neveu, qui s'appelle Aziz, un cadre de la CRTV, oui. il me dit, mais tonton, mais on a une réunion de famille. Je lui dis, mais personne ne m'a dit. Non, on a une réunion de famille. Et quand on s'installe, et mon frère qui a été au courant demande à ma soeur, mais pourquoi vous n'avez pas dit à Hassan qu'on avait réunion? Voilà que j'apprends qu'il n'était pas au courant. Bon, en tout cas, ça va comme il est là. Alors, il pose la question à nos grandes sœurs. Écoutez, demandez à Hassan, qu'est-ce qu'il veut exactement? Hein? Yerima Dewa est venu pour m'accompagner dans le combat avec Bello Bouba Maïgari. Alors, il veut que, pour ses beaux yeux, hein, que je repousse Yerima Dewa. C'est comme si c'est le ciel qui tombait sur ma tête. Parce que je n'ai pas de problème avec Yerima Dewa. Je n'ai rien compris. Hein? Et c'est ainsi donc l'incident de ma deuxième suspension. Et tout ça là, c'est intervenu après la modification de la Constitution. Parce que nous avons fait la modification de la Constitution. Hein? On a remis ciel et terre. Dans les universités, il n'y a pas un endroit où je n'ai pas pris parole. Bon. Pour défendre le projet. Pour défendre le projet. Et fort heureusement, la mayonnaise a pris, elle était onctueuse. Hein? Et il a eu un poste pas de moindre dans le gouvernement de la République. Bon. Mais je pense qu'il faut taire certains passages de cet incident-là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut taire. Parlons de toute autre chose, tournons la page. On a lu votre récente sortie épistolaire. Vous prenez la défense de Aminatou Ahidjo, qui, à la suite de sa lettre, a eu une autre réaction venant de Maître Cheikh Ali, qu'on connaît très bien. Mais sauf que vous, Hassan Chiroma, on ne vous a pas vu réagir lorsque le ministre Chiroma a été débarqué tout récemment de l'avion alors qu'il se rendait au Sénégal. Vous, qu'on connaît quand même très prompt à défendre, à dire la vérité quand il le faut, vous avez brillé par votre silence. 2 poids, 2 mesures? Non, non. Par rapport, n'est-ce pas, à cet incident-là, bon, j'ai appris que mon frère a utilisé un passeport, disons, diplomatique en tant que ministre. Donc, après avoir démissionné, 2 mois et plus tard, il avait gardé ce passeport-là. Bon, si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, il n'y a pas, disons, de problème de le débarquer parce que quand vous démissionnez, vous renoncez à tous les avantages liés aux fonctions. Si c'est le cas, alors dans ce cas, il n'a pas raison. Mais si on le débarque autrement, dans ce cas, effectivement, je vais le soutenir parce qu'il n'y a pas de raison qu'un citoyen libre soit, n'est-ce pas, débarqué quand il veut, n'est-ce pas, effectuer un voyage. Mais pourquoi vous prenez la défense d'Aminatou Ahidjo? La défense d'Aminatou Ahidjo, non. Mais écoutez, Aminatou Ahidjo a une vie privée. Elle a beau être la fille de l'ancien chef de l'État, n'est-ce pas? Mais Aminatou Ahidjo, elle a une vie privée. Elle a un parent. Hein? Bon, s'agissant de ce volet de problèmes. Mais qu'est-ce que les mémorandistes avaient dit dans le mémorandum? Vous en savez mieux que nous. Oui, mais
Le retour de la dépouille mortelle du président Ahidjo est non négociable. Non négociable. Finalement, eux tous, ils se sont retrouvés où? Hein? Dans l'antichambre du RDPC. Et quand ils ont rejoint cette antichambre-là, plus jamais est-ce que tu as entendu un seul, disons, membre du gouvernement, que ce soit Dakolé, Chiroma ou Amadou Moustapha, parler encore de la dépouille mortelle Non, il ne faut pas nous tirer par le verre du nez. Et quand vous êtes du bon côté, alors vous êtes là. Quand ça ne va pas, vous êtes de l'autre côté. Aminatou Ahidjo a refusé qu'on utilise la mémoire de son père, n'est-ce pas, pour les situations politiciennes. C'est tout. Elle a refusé ça. Et on peut vraiment la comprendre. Cela. Oui, on peut comprendre cela. Sinon, bon, autrement, les gens disent aussi qu'ils ont embrassé le bourreau, c'est-à-dire l'ambassadeur Mamadou Babadjika Ahidjo et Aminatou ont embrassé Paul Biya. Mais vous savez comment Paul Biya appelle Djika? Non. Mon petit frère. Mon petit frère. Vous voyez? Bon, et puis, ceux qui disent ça, malheureusement, ils ne donnent pas une autre alternative à Djika et à Aminatou. Hein? Qu'est-ce qu'on leur propose? De faire front contre Biya? Hein? Est-ce qu'ils ont... Mais ils ont fait profil bas. Maintenant, à l'occasion du profil bas, l'un est l'ambassadeur, l'autre est PCA. Hein? Et puis, leur père n'a pas, disons, accumulé des richesses pour qu'ils se mettent à l'écart. Et puis, ils ont fait profil bas. Et puis c'est une question de rapport de force aussi. Oui, oui. C'est une question de rapport de force. Ils connaissent leur force et ils ont fait profil bas. Et je ne sais pas, ceux qui ne veulent pas cette situation-là, ils n'ont qu'à proposer une autre alternative. Qu'est-ce qu'ils leur proposent? Alors, récemment, les ministres Bello Bouba-Maïgari et Issa Chiroma ont rompu leur alliance avec le régime en place, le parti au pouvoir. Ils ont décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous, en tant qu'acteur justement de cette scène politique-là, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour l'opposition qui s'apprête à affronter le président Paul Biya, je le rappelle, lors de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain? Est-ce que vous croyez en la sincérité même de ces démissions-là? Opportunité, non. Et sincérité par rapport à ces démissions, ce sont des démissions, disons, qui sont intervenues, disons, en catimini. C'est-à-dire, ni le président Bello, ni le président Issa Chiroma ne sont préparés, n'est-ce pas, à cette situation-là. Pourquoi vous dites cela? Je dis cela parce que c'est la base. C'est la base qui a, n'est-ce pas, réagi et qui a donné des ultimatums, à savoir le bureau politique de l'UNDP s'est réuni et a dit à M. Bello, si vous ne croisez pas le faire avec le président Biya cette fois-ci, on vous laisse. Et c'est le parti qui allait se disloquer tout simplement. Alors, disons, il a rejoint, il a rejoint la base, mais pas de gaieté de cœur. Oui. Parce que les élections présidentielles précédentes, on garde présent à l'esprit ce qu'ils avaient dit. Tout à fait. Ils n'étaient pas candidats parce qu'ils vont accompagner le président Biya jusqu'à la gare. Et ce n'est pas le cas, parce que entre-temps, avec la réaction de la base, c'est pourquoi ils sont venus dans l'impréparation. Ils n'ont pas préparé ces élections présidentielles. Ça leur est tombé sur la tête, pap, comme ça, là, et ils ont donc continué dans le machin. Restons justement dans le sillage de cette élection présidentielle, si vous le voulez bien. Quels sont, d'après vous, les enjeux, les jeux, et surtout pour
le Grand Nord, quand même, qui a un vivier électoral très important. Le Grand Nord a un vivier électoral très important. Mais longtemps, parce que nos leaders politiques avaient prêté le flanc au pouvoir RDPC, longtemps nous sommes rendus le bétail électoral du RDPC. Mais vous avez récemment, quand les deux se sont démarqués, vous voyez quel brouhaha ça a donné dans de l'autre côté. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec la dislocation qu'il y a eu dans les rangs du FSNC, c'est lui qui garde la tête hors de l'eau, c'est Bello Bouba Maïgari. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on vote Bello Bouba Maïgari. C'est pas pour rien. Parce que d'un côté, au FSNC, il y a dislocation, n'est-ce pas? De l'autre côté, à l'UNDP, il y a 700 militants du RDPC de Makari qui rejoignent les rangs du parti. Du côté du Nozo, il y a les députés et les sénateurs qui rejoignent les rangs de l'UNDP. Bon, ce n'est pas une question de frères ou de ceci, c'est la vérité et c'est la réalité. C'est la deuxième force politique quand même au Cameroun après le RDPC. Peut-être même dans le contexte actuel, c'est peut-être même la première force. Sauf que qu'il me pardonne de le dire, le président Bello, c'est l'agneau. Il ne va pas revendiquer sa victoire. Mais sinon, cette fois-ci, telles que les choses sont parties, il y a de fortes chances que l'UNDP gagne ses élections. Mais il ne va pas revendiquer sa victoire. Parce que c'est un monsieur vraiment très, très lourd, qui calme, qui ne veut pas de problème, en réalité. Pardon. Alors justement, face à Paul Biya, qui est candidat, et son système en place pour le terrasser, certaines personnes estiment que la clé de voûte serait une coalition, une union des forces politiques présentes dans le camp d'en face, dans le camp de l'opposition. Est-ce que vous croyez à cette coalition-là? Vous pensez que c'est la clé de voûte? Mais si oui, qui aujourd'hui a le profil, ou quel est le profil du leader qui pourrait porter sur ses épaules cette coalition-là? Bon, écoutez, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui porte ce projet-là. Malheureusement, ça n'aura pas le jour, puisque... Pourquoi vous le dites? Oui, je le dis parce que chacun tire la couverture de son côté. Parce qu'avec l'adhésion, disons, derrière l'UNDP, je ne vois pas M. Bello, par exemple, suivre Issa ou Kamto. Et il en est de même. Kamto ne va pas suivre ni Issa, ni Bello. Pourquoi? Parce que les Bamileke, n'est-ce pas, se sentent presque exclus, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Oui. Et en amont, il y a un ministre, le ministre Amadou Ali, avait dit haut et fort, à qui voudrait l'entendre, que les Bamileke ne devaient pas accéder au pouvoir, même les Bétis aussi, disons, à la succession de Biya. Mais vous voyez, ça c'est grave, parce que si donc Kamto tente de rallier une autre force, pendant que les Bamileke attendent leur tour chez le coiffeur, ça ne va pas marcher. Donc c'est ça qui va donc empêcher cette coalition-là. Aujourd'hui, pour vous, la lecture que vous faites, c'est que chacun ira de son côté, l'opposition ira en rang dispersé. Et va donc jouer le jeu du régime. Absolument. Ils vont jouer le jeu du régime parce que par égoïsme et peut-être par calcul aussi, parce que jusque-là,
moi, je n'ai confiance en personne. Parce qu'il y a un adage qui dit que si vous êtes mordu par un serpent, demain, même le ver de terre, vous fiez. Vous voyez, si le président Biya est resté 43 ans au pouvoir, c'est bien avec la complicité de certains. Alors, on ne sait pas ce qui se concocte encore et avec quelle sauce le peuple sera mangé. Aujourd'hui, pour quelle formation politique roule Hassan Chiroma? Hassan Chiroma, il y a une élite valable, une valeur sûre, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de battre campagne cette fois-ci derrière sa formation politique. C'est M. Garga Manadji. M. Garga Manadji, de l'ADD. C'est l'expérience, le talent, la compétence. Tout y est avec M. Garga Manadji. Malheureusement, comme il n'est pas, n'est-ce pas, parmi les compétiteurs, alors là, je donne ma voix à l'UNDP. On se souvient justement de votre sortie concernant Garga Aman Adji, justement, où vous l'avez dépeint comme celui qui était à même de porter sur ses épaules la coalition des partis de l'opposition. Le scrutin présidentiel est prévu le 12 octobre prochain et on vous écoute. Lorsqu'on écoute votre analyse, on comprend que ça va jouer, mais peut-être il faudrait que les leaders politiques soient sincères s'ils veulent réellement causer des soucis au RDPC. Est-ce qu'on espère quand même, après cette élection-là, vous revoir sur le terrain politique, puisqu'on sait qu'en 2026, si rien ne change, des élections sont prévues au niveau local? Oui, les élections sont prévues au niveau local et je ne peux pas apprécier, n'est-ce pas, le personnage Garga Manadji et n'est pas me jeter à l'eau pour dans ses rangs pour, n'est-ce pas, les élections municipales et législatives. Ça n'aurait pas de sens. Au moment où nous réalisons cet entretien, le contentieux préélectoral se déroule du côté du Conseil constitutionnel. On a déjà une première tendance, des décisions prises par le Conseil, mais on va quand même vous poser cette question-là. Quel commentaire vous inspire le rejet du dossier de Kamto, aujourd'hui qui se retrouve justement devant ce Conseil constitutionnel, et comment vous entrevoyez cette élection sans Maurice Kamto? Bon, il est une vilaine indécence que de classer la candidature de Kamto dans les placards de l'exclusion. Surtout s'il n'y a aucun texte de loi qui proscrit, n'est-ce pas, sa candidature. Parce que jusque-là, les juristes disent que sa candidature est inattaquable. Les juristes, hein, moi je suis seulement les médias. Oui. Bon. Mais alors, on ne peut pas dire que c'est inattaquable et le Conseil constitutionnel s'oppose à cette candidature, sauf alors si le Conseil constitutionnel est, n'est-ce pas, sous la botte exécutive. Absolument. Si ce n'est pas le cas, s'il faut qu'ils disent le droit, et à la lumière de ce que j'apprends par rapport aux analyses des juristes, ça signifie que le Conseil va réhabiliter la candidature du président Kamto. Et puis si ce n'est pas le cas, je le souhaite vraiment vivement, parce que si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, on nous envoie vers la braise ardente, l'instabilité. Vraiment, c'est ça que j'ai peur. Parce que moi, j'aurais préféré qu'on valide la candidature de Kamto. Hein? Bon, surtout que c'est un géant au pied d'argile. Pourquoi au pied d'argile? Au pied d'argile parce que, en fait, c'est le pouvoir qui a rendu Kamto très populaire. Kamto a fait une erreur grave.
cette erreur-là, c'est que le RDPC, au moment où le RDPC est vomi dans la partie septentrionale, au lieu qu'il se jette avec Adam Mota, comment il s'appelle, Mamadou Mota, n'est-ce pas, pour récupérer l'électorat ça et là, il a préféré de temps en temps aller vers la diaspora. Alors il s'est donné lui-même un coup, parce que regardez de Maya Darlé à Koussiri, hein, c'est vraiment, il y a quand même... En fait, pour vous, le MRC avait des chances de grappiller des voix absolument. Dans le Grand Nord. Absolument. Le MRC, si le MRC, n'est-ce pas, jetait son dévolu sur le septentrion, il aurait gagné les élections. Bon, aujourd'hui, gagner les élections, pour moi, je le dis comme ça parce que, quel que soit les cas, au finish, c'est le RDPC qui va gagner. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'on me pardonne de dire ça, je ne dis pas que le RDPC va gagner à la sortie des urnes. Parce que j'ai eu le privilège d'appartenir à la commission départementale mixte de supervision des élections à chaque fois. Et à ce niveau, j'ai vu des choses, comment ça se passe. On ne peut pas gagner les élections avec un code électoral contondant. On ne peut pas. Et puis, si les gens pensent, n'est-ce pas, gagner les élections, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que toute l'opposition confondue n'a pas pu obtenir la modification du code électoral de manière consensuelle. Tout à fait. Toute l'opposition. Alors c'est les élections présidentielles qu'ils vont gagner dans ce contexte-là. Les gens qui ne se fréquentent pas, qui attendent juste les élections pour essayer de se rapprocher. Non. Non, c'est quelque chose qui se prépare. Hein? Le RDPC même qui est au pouvoir prépare les coups fourrés là avant de passer à l'acte. Est-ce que vous avez comme l'impression justement qu'il y a une impréparation dans les rangs de l'opposition? Absolument, puisque je vous ai dit que c'est la base qui a donc instruit la candidature de certains leaders. Oui, hein? C'est la base. Donc autrement dit, si ce n'était pas la base, ils auraient continué à rouler pour le régime. Comme par le passé, à soutenir le RDPC. Hassana Tiroma, que doit espérer le Grand Nord au soir du 12 octobre? Au soir du 12 octobre, le Grand Nord devra prendre son mal en patience. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va déclarer le président Biya vainqueur de ces élections. Vous semblez lire dans une boule de cristal. Je suis en train de lire, et je vais continuer. Et le ministre Bello Bouba, n'est-ce pas, qui est véritablement le vainqueur de ces élections, sera relégué au deuxième rang. Et comme c'est l'agneau, il va reconnaître le verdict des urnes comme par le passé avec le SDF. Et comme ça, M. Kamto, en troisième ou en quatrième position, n'aura que ses yeux pour pleurer. En tout cas, on n'en est pas encore là. Oui. C'est une lecture de Hassana Tiroma qui lit dans sa boule de cristal, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les Camerounais pour sortir par là, et particulièrement ceux du septentrion? Bon, mon message, c'est surtout axé sur les jeunes. Parce que les jeunes sont ambitieux, mais ils sont imprécis à la chose politique. Ça fait très longtemps que la jeunesse est en marge du piédestal. Parce que si on veut, par exemple, immédiatement procéder, n'est-ce pas, au remplacement de ces élites-là, hein, il faut même chercher qui on va mettre à quelle place. Pourquoi? Parce que c'est une volonté politique qui a, n'est-ce pas, mis cette jeunesse-là en marge du piédestal. Alors aujourd'hui, la fonction présidentielle n'est pas président qui veut, mais est président quelqu'un qui est aguerri, quelqu'un qui est préparé à la fonction. Et ce n'est pas le cas actuellement pour la jeunesse.
Bon. Mais elle est très ambitieuse. Mais je demande vraiment, humblement, n'est-ce pas, qu'elle mette cette ambition-là en bandoulière et qu'ils se mettent dans les rangs pour voter le candidat de l'UNDP et attendre la 4e République. C'est sur cet appel que nous allons mettre un terme à cet entretien avec Hassana Tiroma en posture d'invité. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous et de partager avec nous votre lecture de l'actualité politique. Merci de m'avoir donné, n'est-ce pas, l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne et surtout de m'avoir tiré le verre du nez. C'était aussi ça le but du jeu. Oui, merci beaucoup. Merci de regarder Nord-Actu Télévision. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve très bientôt pour un autre entretien avec, dans ce fauteuil, un autre invité. Merci.